Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du lundi 7 mai 2018 de notre émission hebdomadaire Informatique News Hebdo qui, comme vous le savez, maintenant revient chaque semaine sur l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et toujours comme chaque semaine pour décrypter et analyser cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, une actualité finalement qui est toujours là, malgré les ponts et autres vacances. Alors vous avez souhaité revenir sur Windows 10, dont on fêtera d'ailleurs bientôt les 3 ans, je crois que c'est en juillet 2018, ça fera 3 ans que Windows 10 aura été lancé par Microsoft. Alors c'est fini un petit peu les grands lancements, Windows XP, Windows 7, Windows 8, mais une mise à jour majeure, entre guillemets, cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, sur lequel on va peut-être revenir, parce qu'il y a des fonctionnalités nouvelles assez intéressantes, et puis c'est peut-être un peu le moment aussi de faire un petit point, de revenir sur l'évolution de Windows qui a, encore je le disais, 3 ans. Et effectivement, enfin Windows 10 qui a 3 ans. Bien sûr, oui, Windows, ça fait longtemps c'est un peu plus vieux. qu'on est habitué à Windows. Effectivement, comme vous le disiez, c'est fini les grands-messes où Microsoft annonçait magistralement et triomphalement les nouvelles versions de Windows. Alors d'ailleurs, parfois avec beaucoup de succès, ça a été le cas de Windows XP, qui était une excellente version. Et qui a resté... Et qui existe toujours, on verra dans les chiffres. Windows 7, pareil. En revanche, Windows 8, ça a été, je dirais, la catastrophe révélée. Puis c'est la fameuse Vista. Ça a été, ouais, en fait, c'était ça. Et donc c'est une version que beaucoup d'utilisateurs ont sauté, c'est-à-dire qu'ils sont passés directement de la 7 à la 10 parce qu'ils ont préféré éviter le cauchemar de la version intermédiaire. Alors, donc effectivement, Windows 10 a été annoncé il y a bientôt 3 ans, et donc Microsoft maintenant, bon ça c'est les vertus du logiciel en mode SaaS, qui permet, Salesforce a inauguré ça depuis très longtemps, qui permet de faire des mises à jour relativement régulières. Donc Microsoft fait des ajouts mensuels, à la fois des mises à jour de sécurité, et de correction de bugs. Donc ça existe depuis déjà un certain temps, et puis maintenant avec cette version Windows 10, donc on a des nouvelles versions ou sous-versions à peu près avec de nouvelles fonctionnalités. 2 fois par an, c'est ça. À peu près tous les 6 mois. Là, c'est la 6e depuis la sortie. Alors, l'appellation de Microsoft, que donne Microsoft à ces versions de Windows est relativement simple, puisqu'en fait, c'est l'année puis le mois. Donc, la première, c'était, alors vous dites, effectivement, c'était, je crois que c'est 15.03 ou 15.07, je sais plus. Donc, c'est 2015 et c'est mars, ou alors je sais plus s'il avait été annoncé en mars et puis disponible en juillet. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est à peu près, c'est ça. Et là, on a la version 18.03, donc qui était prévue pour mars et qui arrive avec un peu de retard en mai. Alors, parmi les quelques... Alors, évidemment, quand on a des versions comme ça régulièrement tous les 6 mois, l'avantage qu'on a dans le sens où on y gagne en termes de stabilité et en termes de mise à jour, puisque en gros on se souvient des anciennes mises à jour quand on passait d'une version à une autre, c'était parfois assez problématique. Là, je dirais que ça passe relativement facilement, et puis de même pour les entreprises. D'ailleurs, c'est surtout pour les entreprises que c'est intéressant. Et donc, l'inconvénient, c'est qu'on se dit, finalement, ces nouvelles versions n'apportent pas grand-chose. Oui, il n'y a pas le côté, justement, événementiel. Voilà, où ça change, où en gros, on casse tout et on a quelque chose de très nouveau. Donc là, parmi les quelques nouveautés, donc il y a les nouveautés habituelles en termes d'interface et d'amélioration graphique avec, je dirais, des améliorations sur des choses assez peu de détails, mais le menu démarrer, la barre des tâches qui change, de même la présentation des paramètres est un petit peu différente. Et puis donc vous avez une fonction par exemple qui s'appelle Timeline, qui est assez intéressante, qui permet en fait d'avoir l'historique des tâches que vous avez effectuées sur votre PC. Donc ça peut être intéressant quand on a des problèmes de revenir un peu en arrière, de savoir ce qu'on a fait. Il y a eu également une amélioration sur Cortana,
Donc Cortana, c'est l'assistant vocal, donc intelligence artificielle, avec un peu plus de personnalisation, des améliorations sur le navigateur qui maintenant est fondu. On se souvient aussi des grandes batailles juridiques à la Commission européenne sur Internet Explorer. Bon, ça a complètement disparu, puisque maintenant Edge, puisque c'est le nom du navigateur, est un peu fondu dans le système. Donc, et là puis aussi, Chrome de Google est passé par là pour casser ce fameux monopole. Exactement. Il y a aussi alors des fonctions assez amusantes, puisque sur le PC, un peu comme sur les mobiles, on peut recevoir des notifications en fonction d'événements qui interviennent au fur et à mesure. Et là, donc, il y a une fonction qu'ils appellent fonction de concentration qui permet de supprimer l'envoi de ces notifications pour rester concentré sur son travail. Des améliorations sur les partages via Bluetooth entre deux PC. Donc, je dirais, voilà à peu près les quelques grands éléments. Après, il faut regarder dans le détail. Et puis, et parfois, des améliorations qui peuvent paraître mineures, finalement au quotidien se révèlent très très importantes. Elles font soit gagner du temps, soit elles facilitent les tâches, etc. Alors maintenant, si on regarde en termes de répartition, si on prend les chiffres de la France à peu près, Windows 10, ça représente et depuis peu de temps majoritaire, un peu plus de 50% des OS pour PC, et donc on voit que finalement 3 ans après ça évolue ce n'est que la moitié. Après il y a Windows 7 qui représente 7%, donc ça c'est la version d'avant la fameuse 8 dont on a parlé, 30%, Windows 8 à peu près une dizaine de pourcents, et puis XP qui existe encore, qui survit encore toujours là, donc ça donne un peu la répartition en France, donc sachant qu'il y a encore des évolutions qui vont venir, et la répartition maintenant en termes d'OS PC, enfin OS poste de travail dans le monde, bon on sait, Windows c'est 90% des postes de travail, sachant que Mac, depuis le retour d'Apple grâce à des iPhone, iPad et compagnie, et dont on sait que ça a eu une influence très positive sur les ventes de Mac, c'est presque 10% du parc. Donc c'est quand même assez significatif. Et Linux, dont on parle depuis 20 ans, quelques années on va dire, qu'elle est tout cassée sur le marché du PC. Autant il y a eu sur le marché des serveurs, il n'y a pas photo. Sur le marché des serveurs, sur le marché des PC, c'est 2%, donc c'est quasiment négligeable. Donc c'est juste en fait pour pour des raisons un peu idéologiques, les gens qui ne veulent pas entendre parler de Microsoft, soit pour les geeks qui veulent s'amuser en installant Linux sur le poste de travail. Mais donc c'est une proportion extrêmement faible Sachant que globalement, on est quand même sur un marché, on l'a déjà rappelé de nombreuses fois ici, qui est plutôt en décroissance, évidemment. Oui, c'est ça. Au profit des mobiles et des tablettes. Le parc est installé, évidemment, on est sur un marché de renouvellement, et sachant qu'on l'a dit à plusieurs reprises, finalement, sur les PC, si on prenait un PC d'il y a 20 ans, dans le fonctionnement quotidien, si on utilise les logiciels habituels, il n'y a pas eu un changement phénoménal, alors qu'entre-temps, il y a eu l'apparition des mobiles qui ont quand même changé beaucoup de choses. Bon, ce ne sont pas les mêmes outils, ils ne servent pas aux mêmes choses. Très bien, écoutez, on attendra donc la prochaine version de Windows 10 dans à peu près 6 mois pour en reparler. En attendant, l'autre événement de la semaine dernière, c'était un événement aussi habituel, Dell World, avec Michael Dell, qui j'allais dire faisait son show. C'est normal, parce que maintenant il est à nouveau aux commandes. Et puis j'allais dire vraiment un focus sur l'hyperconvergence et les problématiques de stockage. Absolument. Bon, sachant qu'effectivement, il y avait eu des annonces de PC de Dell un peu avant, mais elles sont passées inaperçues. Donc, comme vous le disiez, à Dell World la semaine dernière à Las Vegas, puisque avant Dell World se tenait à Austin. Qui était le siège de Dell. Qui est le siège de Dell, pardon. Et qui est devenu tellement important que Austin finalement n'arrive pas. C'est trop petit. Voilà, c'est trop petit, donc il a fallu. Et aux États-Unis, pour des grands messes comme ça, il n'y a pas tant de villes que ça qui peuvent héberger. Las Vegas en est une. Donc, comme vous le disiez, il y a eu plusieurs annonces, mais les deux principales, c'est dans le stockage et puis dans l'hyperconvergence. Donc, dans le stockage, c'est la gamme VMAX. Alors pas confondre, parce qu'il y a une marque de scooter
VMAX, donc c'est pas ça. Qui a été rebaptisé à l'occasion PowerMax. Voilà, donc on voit bien que c'est plus costaud. Et donc avec l'idée principale qu'on ait cette famille de systèmes de stockage supporte NVMe, donc l'interface NVMe qui est spécifiquement développée pour le flash, qui supporte de bout en bout et donc qui apporte une amélioration par rapport aux anciennes. Alors on parle de 10 millions d'IOPS, donc sauf que si on dit ça comme ça, oui, ça parle, sauf aux spécialistes, ça parle, mais 10 millions d'IOPS, ça ne dit pas grand-chose. Si on convertit en comparant par rapport au VMAX, d'après ce que dit Dell, c'est 25 à 50% d'amélioration, donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et donc on le sait, les flashs, c'est en particulier un temps de réponse beaucoup plus, puisque la latence est très faible, les disques n'ont pas à tourner, donc ça c'est une première annonce importante. Et puis la deuxième, c'est comme vous le disiez dans la famille de l'hyperconvergence, donc là c'est en fait les systèmes qui sont proposés en partenariat avec VMware. Donc là on a, alors effectivement on se demande où ils vont chercher leur nom, mais c'est leur système VxRail et VxRack. Donc VxRail c'est plutôt l'entrée de gamme et c'est plutôt une appliance. VxRail c'est plutôt des systèmes évolutifs et donc qui, alors eux parmi alors donc ça veut dire on est dans l'hyperconvergence, donc on a les trois composantes, alors en bon français le processeur, enfin le compute si je puis dire, le stockage et puis le réseau. Donc tout ça dans un même système. Et donc là il y a le support de toujours pareil l'interface NVMe, donc qui devient maintenant le standard qui va remplacer le SCSI qui est quand même là depuis quelques années, bon temps. Donc ça, il y a le support de processeurs graphiques NVIDIA. Donc on a déjà parlé, NVIDIA maintenant s'insère un peu partout, des postes de travail graphiques avec une forte puissance jusqu'au supercalculateur. Donc là ils sont présents. Et puis il y a aussi des interfaces 25 gigabits Ethernet, donc pour le réseau plus rapide. Donc on a deux systèmes qui évoluent vers le haut en termes de performance. Donc deux annonces qui sont quand même des annonces de continuité, mais qui sont quand même attendues par le marché voilà. pour se mettre, j'allais dire, au niveau par rapport à peut-être environnement tout simplement concurrentiel. Sachant que dans le domaine, dans les deux, dans le stockage comme dans le domaine de l'hyperconvergence, Dell est parmi les tout premiers fournisseurs. Bien sûr, avec EMC, ça paraît assez logique. Alors, évidemment, cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans sa fameuse fusion ou acquisition de la semaine. Et cette fois-ci, c'est nos amis américains qui s'y collent avec quand même, j'allais dire, du lourd, si vous me permettez cette expression un peu facile. C'est les numéro 2 et numéro 3 du marché mobile américain, ou numéro 3 et numéro 4, qui fusionnent. Donc on retrouve en l'occurrence Sprint et T-Mobile. Oui. C'est T-Mobile qui était le challenger finalement, qui rachète Sprint, qui est un acteur historique pour le coup. Alors effectivement, donc T-Mobile c'est la filiale de Deutsche Telekom aux États-Unis. On est dans les opérateurs mobiles et donc comme je disais c'est le numéro 3 et le numéro 4 qui fusionnent et c'est une opération qui est en cours depuis 4 ans. Donc ça fait longtemps que ça traîne et je ne sais pas si vous vous souvenez mais à un moment Xavier Niel était sur les rangs pour acheter T-Mobile. Tout à fait. Je ne sais pas s'il a été très près de la signature mais enfin en tout cas on avait parlé donc c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et ça fait effectivement pas mal de temps qu'on dit que, enfin en tout cas aux États-Unis, on dit que 4 opérateurs sur le marché américain c'est trop. Alors d'ailleurs, c'est là, avant de poursuivre sur ce sujet-là, si on transcrira en France finalement c'est comme si on avait Free et puis Bouygues Télécom qui fusionnait. Et d'ailleurs, les chiffres sont un peu comparables, puisque le mariage de T-Mobile et de Sprint permet à l'entité commune de passer en numéro 2 devant AT&T. Et ce serait un peu le même cas en France, c'est-à-dire que si le numéro 3 et le numéro 4 fusionnaient, il passerait devant SFR. Pas de beaucoup, mais en tant qu'il passerait devant. Donc on a à peu près des ordres de grandeur, sauf que on a maintenant
maintenant trois opérateurs mobiles sur le marché américain. Et donc la justification de tout ça, c'est le fait que le passage à la 5G va nécessiter des investissements extrêmement lourds qu'il va falloir financer. Et donc les deux séparément n'avaient pas les reins assez solides pour le faire. Donc si on transcrit ça sur le marché français, on voit bien que 4 opérateurs mobiles sur le marché français, ça paraît quand même un peu beaucoup. Alors maintenant, si on revient sur le marché américain, donc il arrive en numéro 2 devant AT&T, 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 70 millions de clients, donc c'est quelque chose d'assez important. Et puis après, alors il y a un opérateur, enfin il y a un fournisseur, enfin une société dont on ne parle pas ici, c'est SoftBank, puisque c'est SoftBank qui se déleste un peu, et donc qui reste toujours malgré actionnaire. Donc en gros, on a 40% pour Deutsche Telekom, qui sera propriétaire de la nouvelle entité, SoftBank qui tient encore un peu moins de 30%, et puis le reste, ce sera sur le marché. Et alors, c'est intéressant de mentionner SoftBank, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, SoftBank a été donc la société qui a racheté ARM pour 31 milliards de dollars. Là l'opération, c'est une opération à 26 milliards de dollars, donc c'est quand même quelque chose de significatif. Donc la conclusion, c'est que concentration sur le marché américain qui a été attendue par un certain nombre d'analystes, et puis une réflexion qu'on pourrait se poser sur SoftBank, qui dit SoftBank, où va SoftBank, voilà, se cherche un peu, parce que ces transactions-là, à des montants qui sont quand même assez importants, laissent penser à savoir, enfin à se demander quelle est la stratégie de cette entreprise qui quand même, dans des domaines assez différents. Dont on rappelle qu'il était aussi un acteur historique de Yahoo. Hein. Absolument. Alors pour le sujet autre sujet, alors pour le coup on est sur un univers vraiment différent, hein. On parle de Facebook, décidément on parle beaucoup de Facebook ces temps-ci. Facebook irait sur le marché de la rencontre en ligne, hein. Et effectivement, pour que ça paraît finalement, quand on y réfléchit, ça paraît assez logique, hein. Oui. Mais c'est vrai que j'ai vu les cours de bourse des concurrents, enfin des acteurs présents sur ce marché, ils ont visiblement souffert de cette annonce. Hein. Moins de 18% pour Tinder, je crois, qui est l'opérateur principal. Donc, en fait, si on revient, effectivement, Mark Zuckerberg a annoncé ça à sa conférence, la F8, qu'ils allaient se lancer sur l'activité de rencontre en ligne, qu'il a expliqué que, en gros, et alors ça c'est assez amusant parce que, enfin, d'abord la première remarque, on pourrait se dire, après tout ce qui est arrivé à Facebook, on aurait pu penser que pendant un certain temps, ils allaient se mettre un peu en retrait, mode pause, et puis ils allaient faire, comme on dit, business as usual, et puis continuer à faire leurs activités. Mais non, finalement... c'est un moyen peut-être de porter l'attention sur autre chose. C'est effectivement une méthode. Donc Mark Zuckerberg justifie ça par le fait que effectivement c'est comment on dit, une activité de mise en relation des gens, donc ça paraît assez naturel, que sur Facebook il y a 200 millions de célibataires. Bon, c'est peut-être, je sais pas si le chiffre est beau, mais enfin on sait que Facebook c'est 2 milliards d'utilisateurs, donc ça fait 10%. Enfin, 200 millions d'utilisateurs qui sont prêts à se rencontrer. Donc je dirais qu'il y a un potentiel important. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que en fait il expliquait qu'il voulait mettre les gens, faire rencontrer les gens, mais plutôt sur le long terme et pas pour des choses, le fameux côté puritain américain. Des passades. Et donc là, on se demande, soit l'intelligence artificielle a beaucoup progressé, et on est capable de faire des choses aussi précises, ce qui est un peu inquiétant d'une certaine manière, soit le discours est un peu... marketing, on va dire. Enfin, c'était quand même utile, amusant de le faire remarquer. Très bien, bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. On enfin, derrière tout ça, qui nous fait beaucoup rire, il y a quand même beaucoup de technologie malgré tout, hein, parce que pour arriver à faire concorder des... Sur des profils quand même, sur des volumes de profils aussi importants. C'est un peu ahurissant. Il y a des compétences quand même technologiques qui sont loin d'être négligeables, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle. Et puis on conclut, toujours on reste dans le giron de Facebook, hein, coup de cœur, coup de gueule, et contre Cambridge Analytica, qui était la fameuse start-up anglaise qui avait œuvré pendant la campagne, et qui finalement, face au scandale, ferme ses portes. Exactement. C'est, je dirais, la conclusion presque logique.
Bon, sachant que Cambridge Analytica, donc il y avait vraiment donc on ne va pas rappeler tout l'historique, mais ils ont récupéré quand même 87 millions de données sur des comptes qui ont été récupérés par un chercheur à l'université de Cambridge qui a fait un petit développement un petit quiz sur Facebook qui a pu récupérer tout ça parce qu'il a récupéré les amis des amis des amis, donc il a récupéré tout ça, il les a refourgués à Cambridge Analytica, on ne sait pas très bien sous quelles conditions. Donc ça a été vraiment le gros scandale, mais il faut aussi préciser que Cambridge Analytica n'est pas exclusivement centré sur les États-Unis. Ils font de l'analyse politique quasiment dans toutes les grandes démocraties, parce qu'effectivement, en Russie ou en Chine, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc ils ont fermé les portes, ça c'est la version, je dirais, officielle, mais les gens qui sont derrière, on se... Quid des données, où est-ce qu'elles sont maintenant? Alors il y a les données, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont en faire, et puis ces gens-là, ils ont un savoir-faire, ils vont peut-être se relancer pour une nouvelle entreprise qui s'appellera peut-être Oxford Analytica, j'en sais rien, mais en tout cas... faudra suivre ça. Faut regarder qui sont ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Ce sera intéressant de savoir. Parce que fermer les portes comme ça, en tout cas, la société, elle a fait faillite. Ils ont déclaré faillite. Très bien. Écoutez, on aura l'occasion aussi de reparler dans quelques semaines ou quelques mois. En attendant, écoutez, merci Guy pour cette synthèse, cette analyse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique Hebdo. À très bientôt. Merci.